Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du débrief Ma Ligue 2. On va parler de la 16e journée de Ligue 2 qui a eu lieu ce week-end, qui a pris fin hier avec cette belle affiche au final entre Dunkerque et le Stade Malherbe de Caen. Ça va être l'occasion de faire un petit point en plus parce que on arrive à la trêve hivernale, il nous reste juste un petit week-end de Coupe de France avant de se dire au revoir pour un temps pour les fêtes de fin d'année et puis reprendre pour la phase retour en 2025. Puis avant de se plonger dans le décryptage de cette 16e journée. J'accueille Étienne Comte qui est avec moi aujourd'hui, qui va pouvoir échanger avec moi sur cette 16e journée. Comment ça va, Étienne? Très bien, merci Karel, et bonjour à tous. Eh bien, écoute, on va se lancer directement dans cette 16e journée avec les tops et les flops. Déjà, pour commencer, un top et un flop chacun. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'enseignements aussi à tirer de ce 16e acte de cette saison 2024-2025. Étienne, je te lance déjà sur ton premier flop. Je crois que tu voulais nous parler forcément de Lorient qui s'est imposé dans le choc de ce très haut de tableau. Alors oui, le premier top, il est assez évident, c'est Lorient qui s'empare de la première place contre le Paris FC, avec cette jolie victoire 2-0. Alors, je dirais pas que Lorient a complètement neutralisé le Paris FC parce que Yvon Mvogo a fait deux très beaux arrêts. Donc ça veut dire que quand même le PFC a eu quelques opportunités, mais quand même dans l'ensemble, c'était une partie très maîtrisée de la part des hommes de Pantaloni qui ont transpercé le PFC sur des attaques rapides à plusieurs reprises. Ils étaient capables de complètement mettre hors de position cette défense avec notamment des percées de Tozin, Avomebon qui a fait un grand match, Yonghwa sur son côté gauche qui fait pas seulement un grand match, il a fait une très bonne première partie de saison. C'est un latéral gauche vraiment qui pèse offensivement, peut-être qui nous rappelle un peu Ali Abdi par exemple, qu'on a perdu pour la Ligue 1 il y a quelques mois. Mais en tout cas, ouais, une prestation très solide de la part de Lorient qui a gagné 100% de ses matchs à domicile. Donc, c'était pas donné au début de la saison pour Pantaloni qui a récupéré un groupe qui descend. Donc, forcément, un groupe qui avait besoin de se remobiliser. Donc, terminer, pas la phase aller parce qu'il reste un match, mais la première partie de saison, on va dire, en tête devant le Paris FC, en battant le Paris FC, c'est symboliquement très important pour Lorient et c'est la conséquence de bonnes choses sur le plan tactique et technique. Donc voilà, bravo à eux. Ouais, on va faire un petit point sur le classement en fin d'épisode, mais c'est vrai que ça permet à Lorient de repasser devant le Paris FC. Alors, ils nous diront en conférence de presse que c'est anecdotique, que c'est symbolique, mais voilà, au final, tu es champion d'automne quand même, et puis ça te permet de rester sur un parcours parfait au Moustoir. Ils sont à 8 sur 8, je crois, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Donc c'est quand même pas mal du tout. Les supporters lorientais ont dû se régaler et puis ça te permet de garder une antre bien inviolée jusqu'ici. Avec cette belle victoire contre l'ancien leader Paris FC. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi être positif pour Lorient qui finit sur une très très bonne note. Et puis ça permet à Pantaloni aussi de prendre confiance sur cette phase aller parce que c'était pas forcément un défi facile pour Pantaloni qui, on le connaissait beaucoup à Ajaccio, dans un contexte peut-être un peu différent où tu n'étais jamais vraiment le favori pour monter en Ligue 1 même s'il a réussi à le faire. Là, il y avait plus de pression sur ses épaules et peut-être que le fait de réussir à être champion d'automne, de finir sur ce duel remporté, ça va lui enlever un peu de pression à lui aussi parce qu'on parle beaucoup de la pression des joueurs mais peut-être que le coach en avait pas mal donc c'est un top qui se justifie totalement. Et puis le choc était très attendu. On savait que le vainqueur de ce choc-là ferait beaucoup parler. Voilà, on ne s'y trompe pas, on en parle aussi. Et c'est bien normal. Mon top à moi, je me lance tout seul. Ok. Ça sera le match d'hier et plus particulièrement la victoire de Dunkerque. Et donc mon top, c'est les Maritimes, tout simplement avec cette belle victoire 3-1 contre le Stade Malherbe de Caen. Alors ça a mis un peu de temps à se débrider. Il y a eu, je mettais dans le résumé d'hier que le maître mot de la première mi-temps, c'était peut-être hors jeu parce que on les connaît, hein, Dunkerque avec cette ligne haute, encore
encore une fois, ils ont été très efficaces, même si sur un long ballon en fin de première période, Tidiam Gomis a failli se jouer de cette ligne haute et aller ouvrir le score contre le cours du jeu, parce que Dunkerque était quand même assez dominateur sans avoir vraiment de grosses occasions non plus, de grosses situations, parce qu'au final, la défense normande s'est bien alignée aussi. Il y a eu beaucoup de hors-jeu, un but refusé pour hors-jeu d'ailleurs de Yacine Bamou. Et puis quelques hors-jeu également, quelques alignements bien sentis qui ont qui ont permis d'empêcher Bardelli, Skita de partir au but de temps en temps. Romain Thomas en parlait en après-match, c'est vrai que Caen a été assez solide sur la première mi-temps, assez compact pour repousser les offensives de Dunkerque, et puis après derrière, le fait est que Dunkerque se crée beaucoup trop d'occasions en fait par match, a beaucoup trop de situations, et ça c'est vraiment ça qui fait que c'est mon top, c'est que je trouve ça impressionnant en fait, cette propension à te créer des situations, et lorsque ça ne passe pas, continuer à les multiplier jusqu'à ce que ça cède. Je trouve qu'on a eu vraiment un exemple criant de cette capacité des Maritimes à faire ça hier, dans le sens où ils n'ont jamais abandonné. Tu peux te dire qu'après une première mi-temps où tu as quelques situations, où tu es un peu refroidi par cette occasion de Tidiam Gomis en fin de première période, tu vas peut-être un peu reculer. Mais non, en fait, on est vraiment face à une équipe qui n'est plus vraiment un épiphénomène, qui est sûre de ses forces. Et au final, Caen assez logiquement finit par craquer par Yacine Bamou, en plus sur une action encore une fois magnifique, la remise de Rivera, la reprise de volée, même si elle est déviée, il y a un peu de réussite, mais qui finit dans les filets. Derrière, Dunkerque arrive à être efficace aussi sur une autre phase de jeu sur corner par Bardelli et Vincent Sasso. Et puis les entrants aussi finalement, avec cette équipe de Dunkerque qui a l'air complète. Donc voilà, il reste encore une phase retour. On va essayer de pas s'emballer. Moi, je m'emballe depuis cet été parce que j'en avais déjà parlé en disant que ça serait potentiellement ma surprise de la saison. Je remets une petite pièce, j'en profite. On ne sait jamais s'il y a une dégringolade pendant la phase retour, même si je pense pas que ce sera le cas. Pour le coup, je suis assez convaincu. Mais on voit hier qu'avec les entrants, même si Caen réussit à revenir au score, d'ailleurs le but de Thomé est très très beau pour revenir à 2-1, et on voit que des entrants comme Dejan, comme Marco Essimi qui obtient le penalty, qui prend de vitesse le cash et qui obtient le penalty pour se remettre à distance et marquer le but du 3-1. On voit que même les entrants sont capables d'avoir beaucoup d'impact. Courtet également qui est entré en cours de jeu, qui a marqué le penalty. Donc je suis vraiment enthousiaste, vraiment séduit par cette équipe de Dunkerque. Alors on voit que ça commence à prendre de l'ampleur en Ligue 2 et puis même ailleurs. On voit que cette équipe de l'USLD est partie pour durer dans ce haut de tableau. Mais voilà, encore une fois, la prestation balle au pied dans le contenu outre le score est vraiment convaincante à mon sens. Donc c'est pour ça que c'est mon top de cette 16e journée. Dunkerque qui va passer les fêtes sur le podium et puis à égalité de points avec le Paris FC, parce qu'on parle toujours un peu de ce duo en tête du classement Lorient-Paris FC. Mais Dunkerque est là aussi, devant le FC Metz et à hauteur du Paris FC. Ça se joue juste à la différence de but pour décider du deuxième de ce classement. Donc voilà pourquoi l'USLD est mon top de cette 16e journée. Est-ce que tu avais quelque chose à dire, Étienne? Ouais. Ouais, Dunkerque, qui est l'équipe de Ligue 2 qui a marqué le plus de points en 2024, devant le Paris FC. Donc ils en sont à 64 points, 19 victoires sur l'année civile. Donc ils sont vraiment sur une lancée depuis janvier dernier, quand le jeu de Luis Castro a commencé à se mettre en place et qu'ils ont pu faire un autre recrutement. Voilà, c'est vraiment devenu une autre équipe qui est presque sur un rythme de champion. Ils sont pas à 2 points par match, mais ils en approchent. Ouais, si j'avais une toute petite réserve à émettre sur Dunkerque, c'est peut-être le manque d'efficacité, parce que comme tu l'as dit, ils ont submergé cette équipe de Caen. Le fait de devoir attendre presque 1 heure de jeu pour les voir ouvrir le score, je me dis que voilà, il y a peut-être un peu de mieux à faire de ce côté-là. Ça me rappelle d'ailleurs le match d'Ajaccio, qui avait été aussi une sorte de match quasiment à sens unique, où en deuxième période, Dunkerque peut en mettre 2, 3, 4, peut-être même 5, et il reste à 1-0. D'ailleurs, contre une plus grosse équipe, contre le FC Metz, ce petit manque d'efficacité leur a coûté cher, parce qu'ils ont perdu à Metz, mais je pense qu'ils avaient largement le niveau pour rivaliser. D'ailleurs, Dunkerque a souvent perdu dans les confrontations directes, contre Lorient, contre Paris, contre Metz, aussi contre Annecy, le premier match de la saison. Donc voilà, s'ils arrivent à trouver ce petit surplus d'efficacité, peut-être qu'ils vont nous sortir un avant-centre supplémentaire au mercato, on verra bien. Mais voilà, si
s'ils arrivent à régler ce dernier petit problème, ils seront très bien parés, mais ils le sont déjà très bien en tout cas. Bah, d'ailleurs, Luis Castro était plutôt d'accord avec toi en après-match parce que on s'attendait à avoir un Luis Castro dithyrambique vis-à-vis de son équipe. Il a dit on en a mis 3, mais on aurait peut-être pu en mettre 4, 5, voire 6. Ouais. Bah oui. Donc il est d'accord avec toi, il est exigeant, et puis c'est vrai que mine de rien, ce manque d'efficacité peut te coûter cher parce que si au final tu finis par être mené au score, comme je le disais, soit sur cette occasion de Tidiam Gomis, soit sur une action en deuxième mi-temps, et ben toute la physionomie change. Ça fait mal à la tête aussi de te dire que tu as tant dominé pour au final être mené au score parce que tu as raté tes situations. Donc tu as bien raison d'émettre une Preuve en est réserve aussi. que quand on n'a pratiquement pas existé dans ce match, de mon point de vue, et ils arrivent quand même à réduire l'écart, à remettre un peu de suspense dans ce match, alors qu'il n'y avait pas lieu d'en avoir en fait. Donc c'est vrai que sur un coup du sort, sur un centre dévissé, un ballon mal renvoyé, tu peux prendre un but et regretter de ne pas avoir creusé l'écart avant. Donc. Totalement, totalement. C'est vrai que quand a marqué en ayant peu d'occasions. Et puis en plus, c'est vrai qu'avec cette ligne haute, finalement, qui est efficace, ça te laisse quand même parfois un peu à découvert, et à découvert de ce genre de scénario où tu peux dominer et être pris sur un long ballon, comme ça a failli être le cas. Je le répète, j'en ai beaucoup parlé, mais sur cette occasion de Tidiam Gomis. Donc beaucoup de positifs, ce qui fait que c'est évidemment beaucoup plus dans nos tops et mon top que dans les flops. Quelques réserves aussi, quelques détails à gommer, mais c'est normal. On se rappelle quand même que Dunkerque, à cette époque-là, l'an passé, eh ben, était vu comme une équipe très probablement reléguée, avec très peu de points. Je ne sais plus combien ils avaient de points à la trêve la saison passée. Ce serait marrant de faire le comparatif. Je me demande s'ils n'avaient pas quelque chose comme 14 points peut-être à cette époque. C'est vraiment de mémoire, donc je suis plus certain. Mais il y a un changement drastique en tout cas depuis l'arrivée de Luis Castro, et depuis, comme tu l'as dit, qu'il a pu avoir ses recrues et mettre progressivement son projet de jeu en place. Donc on est enthousiaste chez Malik 2 comme chez beaucoup d'observateurs au final pour cette équipe de Dunkerque. On a été dithyrambique envers Dunkerque, envers Lorient, on a été très positif. Maintenant, on va parler de choses qui fâchent Étienne, avec les flops de cette 16e journée, parce que forcément, s'il y a des équipes qui réussissent, il y en a qui réussissent un peu moins bien. De qui est-ce que tu voulais nous parler, Étienne, pour ton flop de la 16e journée? Bon, là encore, je vais pas faire dans l'original, mais comment parler de flop sans aborder l'équipe qui a perdu 4-0 ce week-end. Martigues, 9 points en 16 matchs. Martigues voilà, qui va se séparer de Thierry Loret très probablement. Il a été officiellement suspendu hier soir. Il va être convoqué à un entretien probablement préalable à un licenciement. Enfin, bon, vous connaissez l'histoire avec les coachs. Hein, ça se passe comme ça maintenant. Ils ne sont pas virés comme ça, mani militari, du jour au lendemain. Bon, ça commence à sortir un peu tout ce qui s'est passé au FC Martigues ces dernières semaines. Il y a un article de la Provence que je vous conseille aujourd'hui si vous êtes de là-bas. En gros, bon, voilà, on ne se supportait plus entre le coach et les joueurs. On sait que Thierry Loret, c'est pas forcément une personne qui va caresser les joueurs dans le sens du poil. Voilà, il a une façon de s'exprimer qui est parfois un peu sèche, et je crois que malheureusement ça n'est pas passé auprès de l'effectif martigal. Effectif qui, en plus, bon, je pense que il n'est pas taillé pour la Ligue 2, hein, avec tout le respect qu'on peut avoir pour ces joueurs. Bon, voilà, toutes les statistiques sont assez catastrophiques pour Martigues. Ça a été un nouveau match cauchemardesque. Voilà, je pense que tout ce qu'on peut leur souhaiter pour la deuxième partie de saison, je pense que le maintien est déjà une illusion, mais déjà de passer des soirées un peu moins pénibles, quoi. Enfin, ce serait déjà pas mal, parce que ça doit être pénible à regarder si on est supporter de Martigues. Hein. Ouais, bah ouais, on le voit, hein, tes propos sont appuyés par les 5 derniers matchs des Martégo, avec 7 victoires 4-0. Il y avait eu la défaite en toute fin de match, au final, en toute fin de match, je ne sais plus, je suis plus sûr, contre Guingamp, mais sur ce but de Brighton Labo, ils avaient tenu un certain temps avant de craquer, Martigues. C'est la défaite 3-0 contre Laval également, j'allais dire à la maison, mais au final, c'est toujours à Guignon. Ce nul 1-1 contre Amiens, juste derrière, il y avait eu la victoire en Coupe de France, où tu pouvais te dire, c'est encore peu pour lancer une dynamique, mais le match nul à la Licorne,
On sait que Amiens, ils sont pas forcément faciles à prendre cette saison. Tu pouvais te dire que ça pouvait être le point de quelque chose de plus positif. Et puis au final, derrière, tu perds 3 matchs ou tu encaisses 8 buts en 3 matchs, tu n'en marques pas un seul. Donc effectivement, tu es reparti dans une dynamique au final très similaire à ce qu'on voit depuis le début de la saison. On le voit, Martigues qui est lanterne rouge avec 9 points. Ce classement, il est très très serré en bas de tableau, mais Martigues, c'est vraiment la seule équipe qui est complètement détachée pour le moment, avec tout ce qui se passe en coulisses. Tu l'as dit, Thierry Laurey qui va céder sa place. On a du mal à imaginer qui est-ce qui pourra redresser la situation en plus, même si s'il y a une rupture avec le vestiaire, c'est bien normal de faire quelque chose et d'agir à un timing qui est plutôt logique au final, c'est-à-dire après le dernier match de l'année 2024, juste avant la Coupe de France. Donc c'est assez logique comme timing. Malgré tout, le travail il va être d'ampleur pour le successeur de Thierry Laurey, parce qu'avec 9 points, un effectif, comme tu l'as dit, qui paraît un peu léger, une interdiction de recrutement de joueurs sous contrat professionnel pour le mercato hivernal, le tableau, c'est difficile d'y trouver des points positifs. Donc voilà, Martigues, on espère, nous, de notre côté, qu'ils seront capables d'avoir une deuxième partie de saison plus attrayante, parce que même pour les supporters et pour nous être entretenus avec notamment un supporter du FC Martigues sur les soucis de programmation de Martigues sur beIN Sport, on voit que c'est une saison compliquée, avec Guignon d'abord, Guignon ensuite, le Vélodrome d'abord. Cette difficulté à s'imposer en Ligue 2, la saison est vraiment pas facile, et ça s'est confirmé encore pendant cette 16e journée, malheureusement pour le promu Martégal, qui ne s'imaginait peut-être pas vivre une saison si difficile après avoir pu fêter la montée l'an passé. Donc à voir s'ils seront capables de redresser la barre en 2025, mais pour le moment c'est compliqué effectivement de les mettre dans autre chose que les flops à la fois de cette première partie de saison et puis de cette 16e journée. Autre flop de cette 16e journée, justement, moi je vais partir sur Grenoble. Match du samedi, on a parlé du match du samedi 14h Lorient-Paris FC dans les tops. Le match entre le Red Star et Grenoble était également à 14h ce samedi, avec des objectifs forcément très très compliqués, très très différents, pardon, et une situation compliquée pour Grenoble et le Red Star avant ce match-là. Bon, le Red Star n'est pas non plus dans une position idéale, mais cette victoire va leur faire beaucoup de bien. Ils étaient à 15 points avant de s'imposer contre le GF 38. Pour eux, c'était essentiel de prendre une victoire à Bauer. Ils l'ont fait, et puis c'est une victoire très très méritée. Mais je vais pas parler du Red Star, donc je vais parler du GF 38 dans ses flops, tout simplement parce que Grenoble ne s'est plus imposé depuis 6 matchs en Ligue 2. La dernière victoire était contre Metz, il me semble, le 18 octobre. Une victoire 2-0 contre Metz. Donc à cette époque-là, le GF38 paraissait encore crédible comme concurrent au top 5, en tout cas dans les résultats sur ce début de saison, même si dans le jeu, tu sentais que ça commençait un peu à s'effriter et que tu t'appuyais quand même sur un Pape Meissaba qui réalise une saison exceptionnelle dans un collectif à la peine. Malheureusement, on voit que quand Pape Meissaba ne marque pas, eh bien personne ne marque au GF38, tout simplement. C'est ça le vrai mal de Grenoble, et ce depuis quelques saisons, même si Pape Meissaba a encore marqué ce samedi pour revenir à 3-1. Parce que Grenoble était mené 3-0 tout simplement au bout de 35 minutes. Sur un début de match où il y a eu quelques situations pour les Isérois, encore une fois par leur numéro 7 qui semble être le seul en mesure de se créer des situations. C'était assez timide. Puis au final, le Red Star, j'ai envie de te dire, a l'envie à surpasser ce GF38, parce que moi, ce qui m'embête vraiment dans ce flop, ce n'est pas le fait de perdre, parce que tu as le droit de perdre, tu as le droit d'être dans une mauvaise dynamique. Il y a plein d'équipes qui traversent des passes compliquées, on le voit avec parfois 1 mois, 2 mois sans s'imposer. C'est le jeu avec la Ligue 2 quand tu es une équipe moyenne de Ligue 2. Par contre, au GF38, comme l'a dit Oswald Tanchot, il y a des attitudes qui se rapprochaient un peu plus du foot loisir. Moi, je suis totalement d'accord avec cette déclaration. Tu ne peux pas te permettre dans une situation pareille, c'est-à-dire quand tu es à 18 points et donc à 3 points du premier relégable qui est le SM Caen, qui est barragiste, d'arriver chez un concurrent direct au maintien avec une attitude pareille, avec
si peu d'envie, en gagnant si peu de duels. Je pense pas que le Red Star ait des joueurs particulièrement plus talentueux que le GF38, qui a peut-être un effectif un peu plus moyen que les saisons passées. On le sait, voilà, Monfray est parti, Sbaille est parti, Brice Maubleu est parti. Il y a encore quand même des joueurs de qualité, même si tu n'as certainement pas un effectif pour jouer le top 5. Mais le Red Star a eu envie, a eu la grinta que Grenoble n'a pas eu. Et c'est ça que je trouve dommageable actuellement et qui me pousse à mettre Grenoble dans les flops, tout simplement parce que la mentalité, je trouve, n'est pas en adéquation avec la situation et avec ce que tu peux exiger d'une équipe qui se bat pour conserver sa place en Ligue 2, tout simplement. Mais ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que le problème semble se répéter alors que l'effectif évolue. Moi, je me rappelle que durant son court mandat, Laurent Perlade avait semblé extrêmement agacé de certaines attitudes la saison dernière. Juste avant lui, Vincent Ognon, il avait semblé être à court de solutions aussi avec cet effectif. J'ai l'impression qu'il avait essayé d'activer tous les leviers possibles pour essayer de réveiller cette équipe, mais sans succès. Après, bon, sur son dernier match, il avait tenté quelque chose tactiquement qui n'avait pas été une grande réussite, mais bon, bref, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que Grenoble retombe toujours dans cette espèce de torpeur. J'ai envie de parler d'hibernation parce que, comme je t'en parlais l'autre jour, c'est toujours entre octobre et février que le GF38 s'endort complètement, perd complètement son rythme, alors qu'il y a quand même quelques promesses en début de saison. Mais sur le long terme, c'est vrai que c'est quand même très décevant, puisque je te parlais tout à l'heure du classement de l'année civile dans lequel Dunkerque brille. Grenoble, il faut savoir que sur l'année 2024, donc 35 matchs, ils ont pris 35 points. Donc, sur une année civile, c'est un rythme d'un point par match, un rythme de relégable. Ouais. Donc c'est vraiment pas terrible, quoi. Ouais, et on se rend bien compte, du coup, comme tu le dis, que c'est les phases allées qui permettent à Grenoble soit d'espérer un temps euh, une potentielle participation au barrage d'accession, soit de se dire heureusement que Grenoble réussit une belle phase allée, parce que sinon ça aurait été très compliqué pour aller chercher le maintien. Là encore, cette saison, on va pas dire que Grenoble est dans les favoris pour perdre sa place en Ligue 2. Mais on sait que ça peut glisser rapidement. On l'a vu avec 3 la saison passée, où on se disait pas forcément que les Stacks étaient un candidat au maintien, encore moins en début de saison, mais même pendant l'année, on avait du mal au cours de la saison, on avait du mal à se dire que les Stacks allaient finir par descendre, et au final ils l'ont fait. Donc on voit que personne n'est à l'abri, encore moins une équipe comme Grenoble qui a beaucoup moins de moyens que 3 au final quand on y réfléchit. Et puis tu le dis, en fait, tu l'as bien dit, cette répétition de scénarios au fur et à mesure des saisons nous fait penser que le projet stagne à Grenoble finalement, parce que ça fait maintenant 7 saisons qu'ils sont remontés en Ligue 2, 7 saisons quand même. Et hormis les 3 premières saisons d'Inchberger, où on voyait quand même à peu près où est-ce que l'ancien coach de Metz, de Niort voulait aller, et a fini par accrocher cette place en barrage avec une 3e saison très convaincante. Moi, c'est la dernière fois où j'ai vu vraiment le GF38 jouer un football que je trouvais très attrayant. Avec des joueurs comme Piquel, comme Ravé, comme Jordi Gaspard à l'époque. Et ben depuis, avec Jacobacci, avec Vincent Ognon, Oswald Tanchot, c'est un échantillon qui est un peu plus mince, donc c'est compliqué pour le moment de juger, mais sur le projet club, on est quand même sur quelque chose, je trouve, qui stagne, avec peut-être trop cette envie d'être sobre et juste d'aller chercher un maintien serein, qui fait aussi que chez les supporters, même chez les joueurs, il peut y avoir un peu une lassitude en se disant, même si on fait une bonne série pendant la phase aller, on sait très bien comment ça se passe à Grenoble pendant la phase retour. L'hiver est dur, et puis on finit toujours par couler. Donc forcément, pour des joueurs, c'est pas forcément très attrayant. Et puis pour le club, le projet club, les supporters, ça ne l'est pas non plus. Donc voilà, tant de choses qui me poussent à mettre Grenoble dans mon flop de cette 16e journée. Tout simplement, Grenoble qui va devoir déjà réagir en Coupe de France du côté de Cannes ce week-end, et puis réagir surtout en 2025. On verra si ça passe par un mercato, par des renforts, ou par d'autres mesures, mais il y a besoin en tout cas de réagir à Grenoble rapidement, parce que ça peut aller très vite en haut.
mais aussi en bas de tableau où ça reste très très serré pour cette zone rouge et les premiers non relégables. On a parlé de nos tops et de nos flops. Étienne, on va pouvoir basculer sur les autres résultats de cette 16e journée, parce qu'il y a eu pas mal d'enseignements aussi, et notamment, je te propose de partir sur le premier match qu'on voit affiché ici, et la victoire de Laval du côté d'Amiens, et notamment la première défaite d'Amiens à la Licorne. Laval qui enchaîne, et Laval, mine de rien, qui se retrouve aux portes du top 5 avec cette victoire, Étienne. Bah oui, Laval, ils font beaucoup moins de bruit que la saison passée, où c'était la grande surprise de la première moitié de championnat. Là, ça a été un peu plus laborieux au début de saison, mais c'est une équipe qui est en train de revenir finalement dans le premier tiers et qui est en train de s'y tenir. Donc, elle n'a pas exactement les mêmes qualités que l'année dernière, cette équipe, je trouve, puisque Tchokounté est beaucoup plus discret. Il y a plus cet automatisme presque sur les corners, les centres, même si Vargas a encore fait une passe décisive ce week-end. Donc, il y a l'éclosion de Camara, c'est Luki au milieu de terrain, il y a Sana qui est un très bon joueur. Donc voilà, c'est encore une fois, Laval, Laval, tu vois, c'est à l'inverse de Grenoble, eux aussi, ils ont des ambitions pas trop affichées, tu vois, ils essaient d'avoir leur maintien le plus vite possible aussi, mais ça marche un peu mieux. Voilà. Même s'ils ont leur trou d'air parfois aussi, mais bon, là, je pense que 6e à la fin de l'année, ils en sont sûrement ravis. Hein. C'est sûr, mais en fait, ils ont des trous d'air, mais j'ai l'impression déjà qu'ils sont moins marqués. Et j'ai l'impression que tu ne perds jamais vraiment ton entrain quand même, parce que Laval, ils ont moins stagné, on va dire, en Ligue 2 que Grenoble sur les dernières saisons. On les voit moins comme un club qui est sûr et certain d'aller chercher son maintien. Alors Grenoble n'est jamais sûr et certain d'aller chercher son maintien, mais ça commence, et c'est déjà un historique du championnat de Ligue 2, donc on les voit pas forcément descendre. Et puis on a l'impression tout simplement que le projet lavallois est dans une dynamique beaucoup plus favorable que Grenoble. Tu l'as dit, ils ont mis un peu de temps à se mettre en route. Il a fallu attendre la 5e journée pour aller chercher une victoire. Et d'ailleurs, on parlait de Grenoble, Laval avait perdu sur la pelouse du Stade des Alpes à la première journée de but à 1. Et au final, avec cette victoire du côté d'Amiens, c'était un déplacement pas facile. Ils finissent assez bien, parce qu'on le voit là, ils sont sur 3 victoires consécutives, 5 matchs sans défaite consécutive. Je crois qu'on peut aller même encore plus loin, peut-être à 6. Mais en tout cas, il reste sur 3 victoires, avec ce beau succès à Martigues, cette victoire contre Caen, et bien cet autre succès du côté d'Amiens. Et puis Amiens qui va s'incliner pour la première fois de la saison à domicile. Amiens, on les avait pas forcément mis dans nos équipes coup de cœur pendant la preview. On savait que ça allait être une saison un peu compliquée avec tous les départs, avec un effectif jeune un peu limité. Au final, cette bonne phase allée à domicile, ça leur permet d'être quand même assez loin de la zone de relégation, 8 points à la trêve hivernale. Et puis dans la première partie de tableau, on se doute qu'Amiens ne se battra sûrement pas à terme pour être dans le top 5, mais sur une saison où on a eu peur quand même que ça glisse sérieusement, et notamment du côté du bas de tableau, c'est assez rassurant, on va dire, pour les Picards d'être pour le moment 8e, et puis surtout, je le disais, d'être à 8 points de la zone rouge. Donc dommage de concéder cette première défaite pour Amiens. Ceci étant dit, le bilan est plutôt encourageant au vu du contexte, on va dire, même si on sait que les supporters amiénois, on parlait de lassitude à Grenoble, je pense qu'il y a une certaine lassitude aussi du côté d'Amiens avec les mercatos, etc. Au vu du mercato estival, je pense que cette 8e place, c'est mieux que ce qu'on pouvait espérer. Mais voilà, tu perds encore Mamadou Fofana en plein milieu du mois de décembre, et je me dis, si je suis supporter amiénois, je me demande encore à quelle sauce va être mangé l'effectif au mois de janvier. Donc il va falloir que l'exode s'arrête au bout d'un moment. Mais les jeunes joueurs d'Amiens, je trouve que ils font bien la maille, hein, ils remplissent bien cet effectif. Mais on va peut-être pas pouvoir faire toute la saison avec une équipe de U19 non plus, quoi. Clairement, c'est vrai qu'il y a des jeunes intéressants. On voit Lutin quand même qui propose quelques stats, qui est régulier dans ce 11 titulaire de Mardaf. Candil qui commence peut-être un peu à se réveiller, qui a mis un très beau but contre Grenoble notamment pour aller s'imposer au Stade des Alpes. Owengen qu'on connaissait déjà un peu, mais qui s'impose dans ce milieu de terrain. Chaban aussi, qui est un bon joueur. Chaban aussi, oui.
Chaban à droite qui dépanne bien, qui est doublure de Corchia, donc c'est pas rien quand on a 18 ans, mais qui fait très très bien le travail. Donc tu as raison de le souligner, cette jeunesse qui permet à Amiens de garder la tête hors de l'eau malgré la défaite du week-end. 3 Martigues, on en a parlé. On peut parler aussi de Bastien Guingamp, au final, parce que Bastien n'avait pas gagné depuis un certain temps avec tous ces matchs nuls. Combien, pardon, Étienne? Ça faisait 10 matchs qu'ils n'avaient pas gagné. Ils avaient fait 8 matchs nuls de défaite, donc c'était un peu la question qui revenait à chaque conférence de presse de Benoît Thavenot. Bon, bah, forcément, ça l'agaçait un petit peu. Donc, oui, mais celle-là, elle fait vraiment du bien pour Bastia, qui en plus a su réagir après avoir encaissé l'ouverture du score. Donc, voilà, c'est bien pour Bastia de pas être tombé dans la sinistrose alors que le match commençait pas forcément bien devant un stade pas à moitié vide, mais il y a quand même une tribune complètement à huis clos là pour un petit moment à cause des événements contre Lorient. Donc voilà, c'est bien pour Bastia de redresser la tête comme ça juste avant la trêve. Bastia qui a fait quand même 10 matchs nuls pendant les 16 premiers matchs. Voilà, s'ils avaient transformé ne serait-ce que 2 ou 3 matchs en victoire, comme disait Benoît Thavenot l'autre jour, ouais, la première partie de saison aurait eu un tout autre visage. Donc c'est pas si mal ce qui se passe à Bastia, mais il y a aussi chez eux un manque d'attaquants de métier qui leur a coûté assez cher sur la première partie de saison. Je ne sais pas s'ils pourront le régler au mercato, parce que voilà, Bastia n'est pas dans une très bonne situation financière, puisqu'ils sont relégués à titre conservatoire, donc c'est même un euphémisme. Donc voilà, si Bastia arrive à trouver une façon de marquer des buts un peu plus régulièrement dans la deuxième partie de saison, ouais, on n'est pas inquiet pour eux. Je pense pas non plus qu'ils vont se mêler à la lutte pour la montée, mais ce qu'on voit, c'est dans l'ensemble, c'est plutôt cohérent. Ouais, on va plutôt sur un maintien serein pour Bastia qui avait très bien commencé la saison d'ailleurs, mais avec voilà, des résultats peut-être un peu courts qui s'appuyaient notamment, il me semble, si je me rappelle bien, sur une défense assez solide en début de saison pour s'imposer. Et derrière, on a vu que la marge était un peu courte pour continuer sur cette série. Et effectivement, ils ont passé un peu de temps sans s'imposer. Et tu l'as dit, cette belle victoire en renversant la partie, Sioué qui avait ouvert le score. Derrière, Bastia a attendu la deuxième mi-temps pour inverser la tendance et s'imposer et donc renouer avec la victoire. Je vois le but de Maggiotti, très beau but de Maggiotti, petit lob sur une remise de la tête qui était pas mal du tout pour sceller la victoire des Bastiais qui sont donc 9e, 22 points. Avec donc 7 points d'avance sur la zone rouge, tu l'as dit. Peut-être que le top 5, ça sera un peu short pour cette saison. Mais un maintien serein, c'est pas mal parce que, comme tu l'évoquais, voilà, en coulisses, il y a cette rétrogradation à titre conservatoire. Il y a eu notamment un calendrier qui s'est pas mal densifié avec le match notamment reporté contre Ajaccio, ce qui a fait accélérer pas mal le rythme et qui a pas mal tiré sur les organismes. On a encore cru que le match contre Guingamp allait être reporté d'ailleurs en raison des intempéries. Au final, il a été maintenu. Donc c'est une bonne victoire pour Bastia. Peut-être que si c'était incliné, les fêtes auraient été un peu plus compliquées parce que tu serais resté sur cette série sans victoire. Et puis mine de rien, avec 19 points au lieu de 22, tu aurais été un peu plus proche logiquement de la zone rouge. Là, ça va leur permettre de souffler, de repartir un peu plus sereinement, je pense, sur leur année 2025, même s'il y a toujours ce problème de DNCG et des preuves à faire sur le plan financier pour conserver ta place en Ligue 2 sur le plan administratif. Sportivement, c'est plutôt bien engagé pour le Sporting pour le moment. On va aller rapidement sur Clermont-Rodez également. Clermont qui a eu très chaud, qui a failli s'incliner au Montpied, et puis au final qui a réussi à égaliser par Diaby en toute fin de match. Rodez qui avait ouvert le score sur un but un peu étonnant d'Abdallah, qui avait réussi sur un centre-tir à marquer dans un angle très fermé. Rodez qui reste quand même sur une très très bonne forme, malgré ce match nul un peu frustrant concédé dans les dernières minutes de ce match. On se rappelle de la victoire. Bon, déjà, il y a eu ce match nul 3-3 au Paris FC à Charletti. Cette victoire impressionnante 5-1 contre Annecy. Ce match nul, encore une fois, 3-3 contre Caen. On sait qu'ils sont pas avares de spectacle, Rodez, qu'on va rarement s'ennuyer. Cette victoire contre Pau et donc ce match nul contre Clermont, une victoire t'aurait permis d'être un peu mieux
au classement. Mais au vu du début de saison, encore une fois, de Rodez qui avait été très compliqué, 20 points à la trêve hivernale avec un football aussi encourageant, aussi attrayant, c'était peut-être inespéré au vu du début de saison à un moment, Étienne. Ouais, bah, ce dont on peut se réjouir, c'est de voir que Rodez n'a jamais lâché ses idées malgré la difficulté. Ouais, ils sont restés sur cette philosophie spectaculaire et ça a payé. Les résultats sont revenus. On pouvait craindre pour cette équipe qui a perdu énormément de joueurs majeurs cet été avec Danger, Royao, Corredor, Rajo. Donc voilà, Kuntonji. c'était ou Ntonji aussi. Voilà, donc il y avait de quoi s'inquiéter, mais voilà, les remplaçants qui sont arrivés, voilà, Nkada était blessé ces derniers temps, mais Bouchouari sur son côté droit, il fait un boulot magnifique. Donc voilà, c'est bien de voir que la dynamique ruténoise est repartie quand même de façon voilà, assez encourageante. Bon, en revanche, quand même, sur le match de Clermont, là, faut souligner que Mpassi a sorti quand même pas mal de belles parades. Rodez a un peu souffert dans ce match, de ce que j'ai pu voir dans le multiplex. Mpassi qui était en interview d'après-match, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est peut-être un de ceux qu'on a le plus vu du côté de Rodez. Et du coup, Clermont pourra peut-être avoir quelques regrets, même si, voilà, comme Laurent Batles le disait en conférence de presse, t'es un peu partagé entre la satisfaction de cette égalisation tardive qui te permet quand même de prendre un point et les regrets de ne pas t'être mis dans des dispositions qui t'auraient permis de remporter cette partie. Tu l'as dit, avec un Mpassi quasiment impérial jusqu'à la 89e minute et cette égalisation de Diaby. Voilà, Clermont, c'est encore poussif. Mm. Mais bon, on le sait, le contexte est pas facile avec justement l'arrivée de Laurent Batles tout récemment. Pour le moment, le bilan n'est pas exceptionnel, mais on sait que voilà, l'ancien coach de l'Estac, de la SSE, il a des préceptes et puis des principes particulièrement affirmés, et qu'il va lui falloir un peu de temps aussi pour que la sauce puisse prendre tout simplement pendant cette saison 2024-2025. Donc Clermont, très clairement, qui est encore dans le rouge, qui n'est pas dans la zone rouge, mais qui est dans le rouge parce qu'ils ont seulement 2 points d'avance sur Caen et Ajaccio. Il va y avoir un gros travail à faire pendant la deuxième partie de saison, mais il semble armé quand même. On va pas se leurrer non plus au niveau de l'effectif, du moins, pour conserver leur place en Ligue 2. Par contre, il va falloir le prouver et faire encore le travail. Au niveau des équipes qui sont dans le rouge, il y a également Ajaccio, Étienne, mine de rien, qui s'est encore incliné à l'extérieur cette saison. Je crois que c'est un seul match nul, un point pris, Ajaccio un point hors de ses bases cette saison. Et puis ce week-end du côté du Noustecamp n'a pas fait exception à la règle. Avec ce but, voilà, Mathieu Chabert le regrettait, but très rapide de Jean Ruiz, et derrière la CA qui est obligé de courir après le score pendant 90 minutes, en plus réduit à 10, il me semble, à peu près 20 minutes du terme. Après un deuxième carton jaune reçu par qu'est-ce que c'était qui avait pris? C'était Khalifa qui avait pris ce deuxième carton jaune. Donc Ajaccio, voilà, qui a passé la trêve dans la zone rouge, Étienne, finalement, à cette 17e place, juste devant Martigny. Déjà, il y a cette méforme à l'extérieur qu'on vient d'aborder. Faut savoir qu'Ajaccio à domicile n'est pas impérial non plus. Hein. C'est pas non plus le Ajaccio de Pantaloni imbattable au stade Michel Moretti, mais il y a pas beaucoup de motifs de réjouissance à Ajaccio en ce moment. C'est une équipe qui a quand même beaucoup de mal à marquer, qui a marqué que 10 buts en 16 matchs. Donc là, c'est quand même largement insuffisant. Bon, là, en plus, il se trouve qu'ils sont arrivés à Pau avec un nombre de blessés et de suspendus assez terrifiant. Alors, les blessés, il y avait Barreto, Huard, Jabol, Folcarelli, Mangani n'était pas là non plus, Strata, Tousgar. T'ajoutes à ça les suspensions de Youssouf et d'Everson Junior, là, et de Puchérante. Voilà. Ça fait beaucoup. Bon, ça fait beaucoup pour une équipe qui n'a pas forcément non plus un effectif à rallonge non plus. Voilà, clairement, Ajaccio est dans la tempête, là. Donc, il va falloir qu'ils essayent de
de la traverser au mieux et de voir comment ils ressortent de tout ça. Mais là aussi, c'est comme Bastia, on le rappelle, ils vont pas pouvoir vraiment recruter à la trêve. Il y a pas énormément, il y a pas énormément de motifs positifs auxquels se raccrocher. Il va falloir que cette équipe trouve un moyen aussi, voilà, comme Bastia, de marquer plus de buts, parce qu'à part Soumano, il y a pas un danger offensif vraiment marquant en faveur de l'EC Ajaccio. Donc là, je suis vraiment assez inquiet pour cette équipe qui la saison dernière, ils s'étaient mêlés à la lutte pour le top 5 jusqu'en janvier environ. Avant de lâcher un peu la barre, quoi, ils ont craqué complètement et ça fait quand même de longs mois aussi Ouais. qu'on n'arrive pas à retrouver un rythme. Ouais, la dynamique fin de saison, fin de saison 2023-2024 et première partie de saison de 2024-2025 est compliquée. Bah, un peu au final comme Grenoble qu'on évoquait tout à l'heure, c'est un peu dans la même veine au final entre les deux équipes, même si Grenoble a réussi un début de saison. Bah, j'allais dire un meilleur début de saison, mais il n'y a que 3 points qui séparent les deux équipes au final. Donc, preuve que ça ne se joue pas à grand chose et que c'est des dynamiques assez similaires. La différence majeure entre les deux équipes et ce qui peut perturber Ajaccio sur cette phase retour, c'est comme tu l'as dit, ce contexte financier, avec là encore la rétrogradation à titre conservatoire qui a été prononcé. Donc, le contexte en coulisses fait que c'est pas forcément non plus facile sur le plan sportif de faire abstraction de tout ce qui se passe en sachant que il va falloir trouver des solutions outre le plan sportif sur le plan financier également pour se sortir comme tu l'as dit d'une grosse tempête pour Ajaccio sur cette saison 2024-2025. On a moins parlé de Pau, mais Pau voilà, qui se replace après une série un peu plus compliquée aussi, un peu comme Bastia. Ils avaient eu un marathon à faire puisque justement le match entre Bastia et Pau avait été reporté. À ce moment-là, Pau avait levé un peu le pied. Là, ça va mieux quand même. Puis cette victoire le confirme. Pau, qui est dans les équipes qui visent un maintien serein et pourquoi pas plus, ça sera peut-être un peu limité pour aller chercher plus cette saison parce que on voit que les équipes du top 5 sont quand même assez solides. Mais Pau, au niveau des équipes qui vont jouer, qui vont lutter pour se maintenir assez sereinement, a l'air plutôt bien parti quand même dans ce ventre mou là et je pense que c'est l'objectif principal pour les Palois donc là-dessus la mission est remplie sur cette première partie de saison. Lorient Paris FC, Red Star Grenoble, on en a parlé, c'était les deux affiches du samedi. Affiche peut-être un peu plus décevante, Étienne, je sais pas ce que tu en as pensé entre Annecy et Metz, on s'attendait peut-être à un festival de buts quand même entre deux équipes qui ont pour habitude de lâcher les chevaux. Le FC Metz peut-être un peu moins, mais Annecy, notamment à domicile au Parc des Sports, on sait que c'est convaincant. Au final, 0-0. Annecy et Metz qui restent quand même dans le top 5, mais qui ratent l'occasion soit Metz de mettre Annecy à distance, soit Annecy de dépasser Metz. Ouais, bah, effectivement, ce n'était pas la fièvre du samedi soir, mais c'était Ouais. pas un match complètement inintéressant. C'était à peu près le match que je m'attendais à voir avec Annecy qui impose une pression assez monstrueuse en première période. Annecy, c'est une des équipes qui marque le plus dans le premier quart d'heure. Ils font des débuts de match, notamment au Parc des Sports, qui souvent suffisent à faire la différence et à passer devant. Là, il y a eu un très bon match d'Oukidja qui a sorti les parades au moment où il fallait. Kofi Kwao aussi qui a été très solide dans les duels et qui a quand même bien tenu sur son côté. Et une fois que la première mi-temps est passée, la pression a diminué pour les Messins qui ont pu ressortir. Et c'est plutôt du coup les Messins qui ont eu les occasions en deuxième période. Mais là, il a manqué la précision. Il y a deux occasions de Sabali qui sont quand même assez franches, mais sur lesquelles il n'a pas réussi à cadrer. Là aussi, le FC Metz, c'est un club qui n'a pas vraiment d'avant-centre, parce que Sabali, on le rappelle, c'est quand même un ailier qui a été replacé dans l'axe avec beaucoup de succès au début de saison. Mais là, il commence peut-être à montrer un peu plus de limites de ces dernières semaines. Peut-être que voilà, il gagnera à retourner à son poste au bout d'un moment. Mais comme pour l'instant, que ce soit Elissor ou Iboussane comme spécialiste du poste, bon, il y a pas vraiment, il y a personne qui s'impose. Donc, donc voilà, un match un peu avec une mi-temps de chaque côté.
et un rapport de force équilibré. Donc le match nul est assez logique. Voilà, on aurait aimé voir des buts, mais bon, on peut pas en voir à chaque fois, c'est comme ça. On a été, ça va, il y en a eu pas mal sur cette 16e journée, j'ai pas compté, mais Oui, plus voilà. qu'à la 15e, donc Comment, pardon? beaucoup plus qu'à la 15e journée qui avait Oui, été assez triste. Donc on va pas se plaindre. qui avait été tristoun, c'est sûr. Mais là, faudrait calculer, mais ça m'a l'air pas mal parce que 4 ici, 4 ici, 12, 16, 17, 19, 23 et 27. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et puis ce match entre Dunkerque et Caen qu'on a déjà évoqué. Donc on va pouvoir basculer rapidement sur le classement. On le fait pas à tous les épisodes, mais là. On est juste avant la trêve hivernale, on est à la 16e journée, donc à un match d'avoir complété cette phase aller, qui sera complétée début janvier 2025, je crois le week-end du 5 pour être exact. Donc on peut tirer déjà quelques enseignements, se rappeler un peu de notre preview pour voir s'il y a quelques surprises. Est-ce que toi déjà, Étienne, il y a quelque chose qui te surprend, soit dans ce haut de tableau, soit plutôt dans le bas de tableau, tu dirais? Bah, après, les surprises du haut de tableau, on en parle pratiquement depuis le mois de septembre, donc à la limite, non, mais dans le bas de tableau, oui, forcément, la situation de Caen m'interpelle, quoi, parce que je veux bien que la préparation de la saison ait pris du retard avec le changement d'actionnaire, le non-départ d'Alexandre Mendy. Bon, certes, mais là, voilà, ça fait quand même 4 mois qu'on joue et quand on a gagné que 4 matchs, ça commence à être long. Et pareil, hein, Clermont que j'ai jamais eu l'impression depuis le début de saison de voir une équipe qui descend de Ligue 1. Alors certes, ils ont pas affiché l'ambition de remonter tout de suite, mais bon, ça commence à être long. Il n'y a pas vraiment eu d'effet psychologique au changement d'entraîneur. Après, comme tu l'as dit très justement, Laurent Batles, voilà, a des principes de jeu qui ont fait leurs preuves par le passé dans d'autres clubs de Ligue 2 qui va peut-être avoir qui vont peut-être nécessiter un peu de temps à mettre en place, mais bon, quand même, c'est deux équipes sacrément décevantes. Et je vois que 3 a gagné 3 places et que la remontée est en route. Donc voilà. C'est vrai que tu en avais parlé comme une de tes surprises de la saison. Ouais, 3, on voyait que même avant qu'ils commencent leur belle série, là, ils avaient fait, je crois, 6 matchs consécutifs sans défaite avant de perdre contre, ouais, contre avec 5 Lorient. suite à un moment, ouais. Et puis, ouais, des clean sheets, voilà, sans prendre de but, ils avaient été assez convaincants. On voyait quand même avant ça, même dans leur défaite qui avait précédé cette bonne série, qu'il y avait du bon et que ça risquait de s'inverser à un moment, et ça s'est confirmé dans les résultats pour 3. Donc tant mieux, ils sont sortis de cette zone rouge, ils sont 13e avec 18 points, donc ça reste toujours serré, t'es toujours menacé par une éventuelle mauvaise série, mais Stéphane Dumont et ses hommes qui ont réussi à bien inverser la tendance pour le moment. Clermont, voilà, tu en as parlé, on sait que Laurent Batles, et il nous l'avait dit également dans un épisode de podcast qu'on avait passé avec lui. En plus, tu étais présent, Étienne, avec moi et Laurent Batles ce jour-là. On sait qu'il a besoin aussi un peu de ses mercatos parfois, d'avoir des mercatos à son image, avec certains parfois de ses hommes de base aussi. Donc voilà, il nous le disait, il y a des opportunités de marché, mais il nous parlait également du fait que pour monter en Ligue 1, ils avaient remarqué que c'était souvent les mêmes joueurs habitués des joutes de Ligue 2 qui te permettaient de monter en Ligue 1. Donc à voir si Clermont va commencer à aller chercher des joueurs dont le profil parle à Laurent Batles. En tout cas, pour le moment, effectivement, tu fais bien de le dire, Clermont n'a pas pu s'appuyer sur cette transition en douceur entre Pascal Gastien et Sébastien Bichard. Ça n'a pas marché. Sébastien Bichard qui a été remplacé justement par Laurent Batles, et Clermont qui est dans une situation compliquée quand la transition avec la famille Mbappé à la tête du projet aussi, pour le moment, ça ne prend pas, malgré un recrutement quand même intéressant cet été, et la possibilité d'avoir pu garder Alexandre Mendy. Heureusement que tu as pu garder Alexandre Mendy cet été, parce que sinon je ne sais pas où le Stade Malherbe de Caen serait aujourd'hui, parce que Alexandre Mendy, mine de rien, a vite mis de côté la déception de ne pas pouvoir quitter la Normandie pour réaliser un beau début de saison, même si il a un peu ralenti, me semble, lors des dernières journées. Et puis au final, oui, tu le dis assez justement, ça fait quelques temps quand même que les équipes du top 5, alors outre Lorient et le Paris FC, on avait bien compris que ça lutterait pour la montée directe. Le FC Metz qui est
quatrième, mais qui est plutôt dans les clous aussi, qui va continuer à se battre pour ces 2 premières places. Mais Dunkerque et Annecy, ça fait depuis le début de saison que ça dure, donc effectivement, on est moins surpris maintenant. Peut-être qu'on aurait été beaucoup plus surpris. Voilà, il me semble qu'Annecy, pendant la preview, on les avait plutôt mis dans la lutte pour le maintien, ou 9-15, je sais plus exactement, mais voilà, une de ces 2 catégories-là. Moi, je le dis très honnêtement, je m'attendais pas du tout à voir Annecy dans le top 5, parce qu'il y avait eu le départ de certains cadres, parce que tout simplement, le début de saison dernière avait été compliqué aussi, mais Annecy me fait mentir. J'en suis très heureux parce que j'apprécie énormément le style de jeu du FCA. Je l'avais dit sur des épisodes précédents, mais je trouve que cette 5e place est très très méritée. Et puis derrière, des équipes, voilà, pas forcément surprenantes qui se battent pour rentrer dans ce top 5. Laval, on l'a vu la saison dernière, donc forcément on est un peu moins surpris. Guingamp qui avait réalisé un très très bon début de saison. On a un peu moins parlé sur cet épisode, mais Guingamp qui a un peu ralenti. Mais qui est quand même à portée malgré la défaite à Bastia. Amiens, c'est un peu plus surprenant. Puis derrière, c'est très serré, mais on est peut-être sur des équipes qui vont regarder un peu plus derrière que devant. Donc voilà, il reste beaucoup de chemin à parcourir pour ces équipes. Stéphane Gillet en a parlé en conférence de presse avant Lorient. Ce match ne sera pas une fin en soi, on l'espère pour le Paris FC, puisqu'au final le PFC s'est incliné. Et puis cette 16e journée n'était une fin en soi pour personne. Donc il reste encore beaucoup d'enseignements à tirer de la phase retour, beaucoup de choses qui peuvent bouger en bas comme en haut de classement. En attendant, nous, on va vous retrouver ce week-end pour les 32e de finale de la Coupe de France, où il y a encore 12 clubs 13. 13, pardon. 13, en plus c'était mon pronostic, donc je me fourvoie, je me fourvoie tout seul. 13 équipes de Ligue 2 qui sont encore engagées, qui seront sur les pelouses de Coupe de France pour essayer de décrocher un ticket pour les 16e de finale, avec l'entrée des Ligue 1 pendant ces 32e de finale, ce samedi, ce dimanche, puis ce vendredi également. Un alléchant, je le dis parce que j'ai en tête et que j'ai très hâte de voir cette affiche, mais un alléchant AJ Auxerre Dunkerque, qui sont parmi les meilleures équipes de 2024. D'ailleurs, en Ligue 2, tu en parlais, Étienne, forcément. L'AJ Auxerre, ça a baissé puisqu'ils sont montés en Ligue 1, mais voilà, donc voilà, beaucoup de belles affiches de ce type-là. En attendant, on vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode, d'être de plus en plus nombreux sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des pouces bleus également, ça nous aide beaucoup. Voilà, on va avoir des nouveaux formats qui devraient arriver pendant l'année 2025. Donc voilà, au niveau des formats vidéo, on va continuer à vous proposer beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, c'était Malik Don. On vous dit à très vite, justement pour la Coupe de France. Et puis, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On espère vous revoir toujours aussi nombreux en 2025. À très vite. Salut.